On a vraiment une stratégie, voilà, une volonté de déstabiliser la France et d'embêter Paris parce que la France a pris des positions pro-arméniennes. C'est vraiment l'explosion de l'Union soviétique au début des années 90 qui fait qu'on a basculé dans cette guerre. Ça a été parfois dans la presse présenté à tort comme un accord de paix. Ok. Et en fait, pour le coup, c'est pas le cas. Il y a pas mal d'analystes qui trouvent que cette paix va fonctionner. Alors moi, j'avoue ne pas faire partie de cela. Il faut vraiment ne rien comprendre aux confins d'empire et aux dynamiques de peuplement de la région pour dire quelque chose comme ça. Le problème ici, c'est l'idée de vouloir disposer d'un État monoethnique en fait, en Anatolie. Tracer une frontière sur ce type de zone, ça pose question et ce sera forcément remis en cause par l'une ou l'autre des parties. Bonjour à tous, ici Jérémy Michel, rédacteur en chef et cofondateur de Risque Intel Média. Bienvenue dans ce nouvel entretien du cercle de notre chaîne. Aujourd'hui, on va discuter d'un conflit qui a été un peu oublié par les médias et pourtant qui pourrait risquer de revenir. Là, je vous parle du Caucase Sud, donc de ce conflit qui a enflammé l'Arménie, l'Azerbaïdjan, mais aussi les conséquences qu'il va avoir sur les grandes puissances et pourquoi elles s'impliquent dans cette région, qu'il s'agisse des États-Unis, de la Russie, de l'Iran, d'Israël également. Aujourd'hui, donc, je serai avec une historienne spécialisée dans cette région, donc Élodie Gavrilov, dont elle est par ailleurs originaire. Vous verrez énormément de révélations particulièrement intéressantes, mais également avec un recul historique, parce que les conflits d'aujourd'hui s'expliquent par l'histoire d'hier, mais également par la géographie. Donc on va étudier tout ça dans cet entretien qui va suivre. J'espère que cela vous plaira. Si vous aimez, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes nombreux à nous suivre, à ne pas être abonnés. Mais voilà, ça coûte pas grand-chose et ça nous permet de vous fournir du contenu toujours plus qualitatif. Évidemment, si ça vous a plu, laissez-nous un like. Mettez des commentaires également si vous avez des choses à dire. On vous répondra avec plaisir et sans plus attendre, c'est parti pour cet entretien du cercle. Je vous remercie. Élodie Gavrilov, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission Le Cercle de la chaîne Risque Intel Média. On est ravis de vous accueillir, Élodie. Vous êtes historienne, spécialiste du Caucase. Et aujourd'hui, on va discuter d'un sujet, ma foi, très complexe. J'ai pris du temps pour essayer de le préparer, mais je pense que vous allez pouvoir nous éclairer aujourd'hui, qui est cette région du Caucase. On va parler d'Arménie, on va parler d'Azerbaïdjan, de Turquie, etc. Il y a eu ce conflit dans le Haut-Karabakh également qui a défrayé la chronique et qui probablement va continuer de le faire dans les années à venir. J'aimerais moi vous faire réagir sur cette image qui date du 8 août 2025 où on a donc le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le président américain Donald Trump et le premier ministre arménien Nikol Pachinian qui se serrent la main. Tous ensemble, c'est une très belle photo, mais derrière cette photo, quelle est la réalité? Est-ce qu'on est sur un accord de paix? Est-ce qu'on est sur une rencontre tripartite simple? Dites-nous en plus. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là et je suis ravie de pouvoir parler de cette région qui effectivement est particulièrement stratégique, surtout en 2025. Et donc, pour ce qui est de la photo, c'est une photo qui a été prise le 8 août 2025 dans le cadre d'une rencontre entre les présidents azerbaïdjanais, américains et le Premier ministre arménien. Et ça a été parfois dans la presse présenté à tort comme un accord de paix. Okay. Et en fait, pour le coup, c'est pas le cas. C'est une rencontre tripartite dans le cadre des négociations de la paix, où il était question notamment de mettre en place une route, un corridor qui doit permettre de relier l'exclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan au reste de l'Azerbaïdjan. Et c'est une route qui pose problème depuis la fin du conflit en 2020, puisque les Azerbaïdjanais souhaitaient que la route soit sous leur contrôle, mais en territoire arménien, ce qu'évidemment l'Arménie ne peut pas accepter pour des raisons évidentes de souveraineté sur son propre territoire. Et le projet qui pour l'instant est encore à l'état de projet, ce serait d'avoir cette route gérée via un consortium américain avec une concession de 99 ans. Mais pour le moment, on est encore sur des négociations, même si cette route a été parfois présentée à tort comme quelque chose de très concret, il y a encore plein de choses qui restent à voir.
D'accord. Et d'ailleurs, cette route a le nom du président Trump, si j'ai Oui, compris? cette route, effectivement, donc c'est la route Trump pour la paix et la prospérité, rien que ça. Belle ambition C'est pour la région. belle ambition. Écoutez, c'est la paix et la prospérité. Je pense que c'est tout ce qu'on peut souhaiter à nous tous, hein, au monde entier. Mmh. Euh, Et justement, donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler, quelque part, l'obtention de cette route, donc qui permet à l'Azerbaïdjan d'avoir accès, à son exclave, vous avez oui. dit? Je connaissais pas le terme. Est-ce que c'est une victoire de l'Azerbaïdjan? Oui, il s'agit d'une victoire sans conteste de l'Azerbaïdjan, puisque victorieux de la guerre, c'est donc eux qui imposent les conditions de la paix, et c'est toute la question, toutes les questions qui se posent actuellement. Mmh. L'idée. Moi, j'ai tendance à dire que c'était l'option la moins, alors c'est pas français ce que je veux dire, mais la moins pire pour l'Arménie, puisque cette route était une condition sine qua non de l'avancée des négociations du côté de l'Azerbaïdjan, et les conditions qu'ils souhaitaient n'étaient juste pas possibles pour l'Arménie. Et effectivement, si on a une route qui est gérée par une tierce puissance, c'était un peu la seule voie possible. Même si ça reste loin, loin, loin d'être idéal. C'est idéal pour personne d'octroyer des concessions sur de telles infrastructures sur son territoire. D'accord. Mais c'est plus ou moins un accord du moindre mal. Si ça se fait, encore une fois, parce qu'on en est encore très, très loin. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler justement, pour le public qui n'est pas au courant, comment s'est fini, le dernier conflit justement, ce fameux conflit dans le Haut-Karabakh, et nous rappeler un peu d'ailleurs l'histoire de cette enclave arménienne en Azerbaïdjan justement? Alors, ça s'est terminé en septembre 2023 avec l'exode forcé de 120 000 Arméniens du Karabakh, Mmh. suite à peu près 10 mois de blocus de la part de l'Azerbaïdjan, qui avait bloqué le corridor de la Chine, qui était la seule voie Mmh. d'accès à l'Arménie à partir du Haut-Karabakh, et qui était sous la souveraineté des gardiens de la paix russes depuis le cessez-le-feu de novembre 2020. D'accord. Et avant ça, donc comment est-ce qu'on en arrive à 2020? Alors faut remonter un petit peu pour bien comprendre ce qui se passe. En fait, le concept du Caucase, c'est que c'est une région qui se situe aux confins des empires. C'est-à-dire que c'est une région qui était située entre les empires russes, perses et ottomans, et en tant que telle, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. En tant que telle, était soumise à des dynamiques transfrontalières et transimpériales très très spécifiques. Mmh. Et la construction des nations au XIXe siècle, qui entraîne pas à pas la fin des empires, fait que chacun des États a proposé notamment des cartes de ce qu'il envisageait être son État-nation. Et par exemple, en 1918, quand la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan déclarent leur indépendance, ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les frontières des trois États. Ah. Donc on part sur 2 ans de guerre jusqu'à ce que la région finisse intégralement intégrée à ce qui deviendra ensuite l'URSS. Mais on a déjà tout ce problème de confins d'empire qui fait qu'on a des populations qui vivent côte à côte plutôt qu'ensemble, et qui fait que de toute manière tracer une frontière sur ce type de zone, ça pose question, et ce sera forcément remis en cause par l'une ou l'autre des parties. Et c'est tout l'enjeu, tout le problème de la région, mais c'est pas assez loin d'être la seule région dans ce cas dans le monde. Bonjour les amis, avant de continuer cet entretien, ce petit message pour vous inviter à liker, commenter, vous abonner évidemment à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de nous envoyer de la force et de nous soutenir dans nos projets. Allez, merci beaucoup, c'est reparti pour cet entretien. Et j'imagine que derrière ces frontières et ces entre États, certains nouvellement créés à ces périodes que vous évoquez, il y a aussi des questions ethnico-religieuses. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qui sépare finalement un Arménien d'un Azerbaïdjanais au niveau de la religion, ou de l'ethnie, ou de la culture, ou de la langue? Alors, pour ce qui est des Arméniens et des Azerbaïdjanais, les Arméniens sont chrétiens souvent de rite arménien apostolique. Pas que, il y a aussi des Arméniens catholiques, il y a des Arméniens musulmans. Enfin voilà, il y a plein de types, plein de façons d'être arménien. Ok. Pareil pour les Azerbaïdjanais, c'est le seul État avec l'Iran dont la majorité de la population pratique l'islam chiite. Ok. Mais après 70 ans du RSS, on a quand même des pratiques qui se sont
je dirais pas évanouis, mais qui étaient bien moindres qu'avant la chute des empires. Et on a un regain effectivement en ce qui concerne les pratiques religieuses, qui deviennent aussi un moyen de l'affirmation de l'identité d'un côté comme de l'autre. Mais sinon, sur les différences entre un Arménien et un Azerbaïdjanais, alors oui, ils parlent pas la même langue, mais il y a surtout aussi énormément de points communs, puisque il y a 70 ans du RSS qui sont passés par là, et donc on a notamment la génération de nos parents par exemple, qui a grandi avec une même idéologie, des mêmes dessins animés, un quotidien assez analogue entre Yerevan et Bakou, et c'est ce qui fait, c'est vraiment l'explosion de l'Union soviétique au début des années 90 qui fait que on a basculé dans cette guerre, même si j'irai même plus loin, c'est le Caucase et les pays baltes, parce qu'on parle souvent des pays baltes, mais on parle moins du Caucase. C'est dans ces régions que les prémices de l'éclatement de l'URSS s'observent, avec en 1988 les débuts du mouvement Karabakh en Arménie, où les Arméniens du Karabakh qui faisait partie de l'Azerbaïdjan, demandent leur rattachement à la République socialiste soviétique d'Arménie, et c'est ce qui vient déstabiliser la région et qui enclenche la marche vers la guerre qui a lieu entre 1991 et 1994. D'accord. Ouais, un épisode peu connu. Vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là ? Bien sûr. Donc, donc pour qu'on ait une carte, en fait, le Karabakh est un oblast autonome à l'intérieur de la RSS, donc République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan. Un oblast, c'est un oblast, c'est une région. Ouais, c'est une division division administrative à l'intérieur de la RSS d'Azerbaïdjan. Et pourquoi est-ce qu'on a cette configuration-là, avec un Azerbaïdjan qui a une exclave et une enclave, au contraire, arménienne en Azerbaïdjan? Ça vient d'une stratégie du tout début de la période soviétique, avec une volonté, alors encore une fois, c'est pas un terme très académique, mais vraiment de confétisation des marges, avec pour but d'éviter en fait de reformer des mouvements nationaux dans une région qui a été extrêmement difficile à pacifier pour l'Empire russe, à tel point que le Caucase, qui a été conquis au long du 19e siècle, le Sud-Caucase, mais le Nord-Caucase aussi, qui a été conquis au long du 19e siècle par les Russes, dispose d'une vice-royauté jusqu'à la fin de l'Empire, parce que c'est tellement difficile de pacifier cette région-là qu'on a besoin d'une administration bien particulière. Et ensuite, donc on a la révolution bolchevique en 1917, la région qui bascule dans la guerre civile, et c'est dans l'esprit de ces sorties d'empire d'après la Première Guerre mondiale que l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie vont déclarer leurs indépendances, ne pas se mettre d'accord sur les frontières, qui vont être ensuite conquis par les bolcheviks, et ensuite chaque république autonome va plaider sa cause auprès de celui qui est alors commissaire aux nationalités, qui s'appelle Joseph Staline, qui ensuite qui vient de Géorgie, lui. Oui, qui est géorgien et qui prend connaît ensuite, donc très bien la région. Qui connaît très bien la région, effectivement. Et à l'époque, il est commissaire aux nationalités, et du côté des Arméniens, c'est Levon Karakhan, et du côté azerbaïdjanais, Narimanov, qui viennent plaider leur cause tous les deux auprès de Staline pour demander le rattachement du Haut-Karabakh, soit à l'Arménie, soit à l'Azerbaïdjan. D'accord, déjà à l'époque. Oui, déjà à l'époque, déjà en 1921, et c'est Staline qui octroie le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan en 1921, dans l'esprit de cette stratégie de diviser le plus possible les régions, notamment les marges de ce qui devient ensuite l'URSS. L'URSS était un empire. Exactement, pour construire un peu dans l'esprit de ce que Sabine Dulin, dans son ouvrage de 2014, appelle la frontière épaisse, c'est-à-dire cette frontière qui vraiment vient former une marche avec le reste, au contraire de ce qu'on pouvait avoir auparavant avec un espace transfrontalier où on a des dynamiques et des circulations bien particulières. Ici, ce qu'on veut absolument, c'est éviter la reformation des mouvements nationaux et faire en sorte que tout marche bien droit, quoi. D'accord, donc diviser pour mieux régner. Exactement. Au final, Exactement. dans cette logique de confétisation, comme vous expliquiez. Et que viennent faire les États-Unis dans cette histoire? Puisque j'en reviens à ma question du début, mais vous avez évoqué plusieurs empires. Donc là, on a l'empire américain qui vient mettre son nez là-dedans. Pourquoi est-ce que les États-Unis viennent se mêler de ce conflit-là? C'est parce que la Russie est quand même en perte de vitesse dans la région,
puisque du fait de l'invasion de l'Ukraine, ce qui était auparavant le pré-carré, la chasse gardée des Russes, devient voilà, une région très stratégique pour tout un tas de gens, notamment la Chine, notamment les États-Unis. Et on a aussi voilà, la place qu'occupe l'Azerbaïdjan dans le passage du gaz vers l'Union européenne. Tout ça qui se mélange un petit peu et qui font que les cartes de la puissance sont vraiment rebattues dans la région. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, parce que moi je me pose la question, ce que j'ai compris, c'est que l'Azerbaïdjan était quand même très lié à la Turquie, qui elle-même fait partie de l'OTAN. Donc quelle est cette dynamique justement entre la Turquie et l'Azerbaïdjan? Alors pour bien comprendre, là, il faut vraiment remonter à la première guerre du Karabakh. Donc en 1988, quand ces mouvements commencent, l'animosité monte entre Arméniens et Azerbaïdjanais, qui va culminer dans le pogrom de Sumgait. Donc Sumgait, c'est une petite ville en banlieue de Bakou où des Arméniens vont être tués par des Azerbaïdjanais. Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Et en fait, voilà, les violences commencent comme ça. C'est la marche vers la guerre. Et quand l'Arménie et l'Azerbaïdjan déclarent leur indépendance à la fin de l'Union soviétique, au même moment, on commence à avoir ce mouvement qui s'appelle un État de nation, Bir Milletiki Devlet en turc, qui est, alors à la base c'est le titre d'un poème d'un auteur azerbaïdjanais qui s'appelle Bahtiyar Vahabzadeh, mais ça devient vraiment un vrai motto, puisque les victoires militaires arméniennes et la prise d'indépendance du Haut-Karabakh à partir du début des années 90, c'est quelque chose qui fait que la Turquie va décider de fermer sa frontière avec l'Arménie, dans cet esprit voilà, de coopération avec l'Azerbaïdjan. Et cette doctrine, un État de nation, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important, si important qu'en 2020, c'est grâce à l'aide militaire de la Turquie que l'Azerbaïdjan a pu attaquer le Haut-Karabakh. Et notamment avec l'aide des drones Bayraktar TB2, qu'on connaît bien, puisque c'est ceux qui ont ensuite été utilisés en Ukraine. Et que les Ukrainiens leur ont même dédié une chanson. Ah oui, pour le coup, une petite chanson sur les Bayraktar TB2. Et par ailleurs, l'état-major turc se trouvait en Azerbaïdjan au moment du conflit. Donc on a, c'est pas juste une assistance, c'est vraiment des traités d'assistance mutuelle et deux États qui sont très proches, moins proches parfois que ce qu'on pense, parce que parfois on a l'impression que tout ça c'est un petit peu pareil, et en fait pour le coup c'est vraiment pas du tout le cas, puisqu'on est sur deux chefs d'État, Recep Tayyip Erdogan d'un côté et Ilham Aliyev de l'autre, qui présentent effectivement des points communs et effectivement un ennemi commun ici, l'Arménie, mais aussi un grand nombre de différences dans la manière d'occuper le pouvoir. Et dans le cadre de cette alliance de pays turciques naissant, qui prend de plus en plus d'importance avec des alliances entre tous les pays de langue turcique qui vont voilà, de la Turquie à l'Asie centrale, on a effectivement des rivalités qui s'observent un petit peu à une échelle plus fine. Mais en tout cas, sur la question de l'Arménie, effectivement, là, on a deux États qui s'entendent tout à fait pour avoir un ennemi commun, quoi. D'accord. Là, on est dans une logique, j'ai envie de dire, très réelle politique, en vérité. Et justement, moi, je voulais revenir là-dessus, ce rapport de la Turquie vis-à-vis de l'Arménie. Pourquoi est-ce que la Turquie ne reconnaît toujours pas le génocide arménien ? Parce qu'elle n'a pas eu besoin de le faire. Elle n'a pas eu besoin de le faire pour pouvoir émerger sur la scène internationale. En fait, le génocide qui commence... Il y a une faiblesse de la communauté internationale quelque part ? Est-ce que la faiblesse en fait remonte à très longtemps, c'est-à-dire qu'en 1921, même un peu avant, en 1919, une partie des troupes ottomanes qui sont en désaccord avec la manière dont la paix est en train de se construire avec l'Empire ottoman, et notamment en désaccord avec l'occupation de la capitale impériale Constantinople, va prendre les armes à partir de mai 1919 et va petit à petit mener une guerre contre les autorités en place. Et en fait, donc c'est Mustafa Kemal qui est suivi de ses troupes. Et Mustafa
Mustafa Kemal, au fur et à mesure du temps qui passe et au fil de ses victoires militaires, devient l'interlocuteur en fait des autres puissances et finit par devenir l'interlocuteur privilégié, notamment des Français, des Britanniques. Et c'est dans cet esprit-là que le traité de Sèvres, qui avait été signé le 10 août 1920 et qui octroyait une partie de l'ouest de la Turquie actuelle à la Grèce et l'est de la Turquie actuelle à l'Arménie, a été remis en cause. On a refait des négociations à Lausanne et c'est à partir du traité de Lausanne de juillet 1923 qu'on a les frontières telles qu'elles sont envisagées aujourd'hui. Et ensuite, dans la mesure où les Arméniens n'ont pas d'État, puisque l'URSS naît au même moment, et parce qu'il y a des accords entre l'URSS et les kémalistes aussi, ça devient plus une question. Et la question du génocide, elle se pose qu'à partir de 1965, quand les soviétiques vont laisser les Arméniens commémorer le cinquantenaire du génocide, et c'est à partir seulement des années 60 que ça devient une question, et c'est dans ce cadre-là qu'on va voir émerger tout un tas de mouvements nationalistes arméniens, notamment ce qu'on va appeler ensuite le terrorisme arménien, qui culmine dans l'attentat d'Orly dans les années 80. Mais dans le même temps, effectivement, la Turquie n'a pas besoin en fait de reconnaître le génocide, et la mémoire de l'État fonctionne en fait sur un narratif où les Arméniens sont très absents. Les Arméniens n'existent pas dans les manuels scolaires. La mémoire de l'État turc, vous voulez dire? Oui, le roman national turc fonctionne en fait sans les Arméniens. Par exemple, les manuels scolaires qui sont publiés dans les années 30, notamment ceux de 1931, les Arméniens, ils n'apparaissent quasiment pas. En fait, et comme ils n'existent pas et que finalement ils n'ont pas la puissance nécessaire pour pouvoir faire valoir leurs droits, c'est quelque chose qui va tomber aux oubliettes. Et aujourd'hui, pareil, ils en ont pas particulièrement besoin. Et à partir du moment où les historiens arméniens ont cherché à travailler sur le génocide, on a eu toute une volonté de l'État turc de placer le génocide sur le plan de la controverse historiographique, de dire somme toute, sur le génocide, il y a les thèses turques et il y a les thèses arméniennes. D'accord. Et c'est un combat qui aujourd'hui a été quasiment gagné, puisque très peu de gens continuent aujourd'hui de mettre en cause le génocide, donc des Arméniens, mais aussi des Grecs pontiques et des Assyriens. Qui ont aussi péri pendant la Première Guerre mondiale. D'accord. Et en fait, ils ne le reconnaissent pas parce qu'ils n'ont aucune raison de le faire. Et puis parce que ça nécessiterait notamment... ça nécessiterait de revoir énormément de choses, le roman national, de penser à des questions de réparation, des questions mémorielles, qu'en fait... la Turquie moderne, exactement. Ils n'ont pas besoin. N'a aucun intérêt, à se poser. Non, mais c'est très intéressant. Et puis, ce que moi je trouve étonnant, c'est vous parliez rapidement d'Erdogan tout à l'heure. Moi, je prononce mal, mais d'Erdogan tout à l'heure. Mais on dit souvent qu'il a cette volonté de puissance, de reformer l'Empire ottoman. Mais si je comprends bien, mais corrigez-moi si je me trompe, vous aviez plusieurs peuples, religions dans l'Empire ottoman qui était de facto un empire cosmopolite, malgré tout, dont faisaient partie les Arméniens. Donc, est-ce que c'est pas un peu contradictoire de vouloir un empire, mais sans le cosmopolitisme qui va avec la notion d'empire? Effectivement, le concept même des empires, c'est qu'il y a plusieurs peuples qui l'habitent. Et effectivement, l'Empire ottoman fonctionne sur un système qu'on appelle les millettes. Donc, c'est des communautés religieuses qui sont reconnues par les autorités et qui peuvent, par exemple, qui ont leurs propres écoles, leurs propres institutions et qui peuvent aussi légiférer, régir leurs propres questions de droit. Alors, évidemment, uniquement à l'intérieur de leur communauté, c'est-à-dire que s'il y a un conflit entre un Arménien et un musulman dans l'Empire ottoman, c'est pas les tribunaux arméniens qui vont arbitrer. D'accord. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que à partir du 19e siècle, pour schématiser, même si ça remonte à un peu plus tôt, on a la formation des mouvements nationaux, quelque chose qui est assez classique. On a la même chose en Europe avec la formation de l'idée de nation, les mouvements Jeune Europe, Jeune Italie, Jeune Allemagne, qui visent à construire. Jeunes Turcs. Oui, exactement. Qui visent à former l'unité allemande ou l'unité italienne. Dans le même esprit naissent les Jeunes Turcs.
Le problème ici, c'est l'idée de vouloir disposer d'un État monoethnique en fait en Anatolie. Et ça, c'est tout un tas de politiques qui vont être mises en œuvre même à la fin de l'Empire ottoman, qu'on appelle l'ingénierie démographique, qui est alors le terme n'est pas de moi, le terme est notamment des chercheurs qui ont travaillé dessus, c'est Erik Jan Zurcher ou Olumi Tungur qui travaille aux Pays-Bas et qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et en fait, on a déjà, même avant la fin de l'Empire ottoman, une volonté vraiment de se recentrer sur la Turquie, sur l'Anatolie, du fait de la perte notamment de la Grèce qui prend son indépendance entre 1821 et 1830, de la guerre des Balkans et de tous ces mouvements nationaux qui émergent un petit peu partout, vraiment dans l'esprit de ce qui se fait un peu partout ailleurs dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et c'est en fait de là que part la haine. Alors, les Arméniens vont être accusés notamment d'avoir une place très importante dans l'économie. En fait, si vous voulez, les poncifs de l'antisémitisme en Europe au XIXe siècle sont très très similaires aux poncifs sur les Arméniens à l'époque dans l'Empire ottoman. D'accord. Et donc voilà, les mêmes causes ont des conséquences assez analogues. Et on va accuser les Arméniens de tous les maux. Et comme les Arméniens peuplent une zone, comme je vous ai dit, c'est un peuple des confins, donc ils peuplent une zone qui s'étend entre ce qui est l'Empire russe, l'Empire perse et l'Empire ottoman. Au début de la guerre, ils vont être accusés de comploter avec la Russie. Et c'est ça l'excuse qui est prise pour déporter les communautés arméniennes à la frontière. Et puis ensuite, le 24 avril 1915, il y a une rafle à Constantinople où on arrête un certain nombre d'intellectuels et de députés et de personnalités arméniennes. Et puis ensuite, la machine est en route. Et à partir de 1916, en fait, au début, on prend les hommes, puis après on prend les femmes, puis les enfants, puis les plus petits. Et après, on a tout le processus d'extermination qui se met en place avec des camps de la mort, avec les marches de la faim dans les déserts de Syrie, avec tous ces mécanismes génocidaires qui durent jusqu'à la fin de la guerre et même après, puisque en 1918, on a quand même encore à peu près 300 000 Arméniens dans l'Empire ottoman, selon les données qui existent. Et l'exil continue pendant toutes les années 20, et on se retrouve avec 55-60 000 Arméniens en Turquie au moment du premier recensement en 1926. D'accord. Et aujourd'hui ? À peu près pareil, on est à 55 000. Il y avait à peu près 2,5 millions d'Arméniens avant 1915. D'accord, donc c'est vraiment une micro-minorité. En tout état de cause, merci pour ces rappels sur le génocide arménien. Combien de morts estimés ? 1 300 000 à peu près. 1 300 000, ok. Bon, c'est une partie de l'histoire qu'il faut revoir à la lumière de ce dont on discute aujourd'hui. Et donc, dans une région qui est aussi, je dirais, traversée par les conflits entre empires, conflits ethniques également, est-ce que vous croyez à une paix possible ? C'est un peu complexe comme question, je le sais bien, mais avec l'implication des États-Unis, voilà, un empire de plus, est-ce que ça peut changer les choses ? Et si vous n'y croyez pas, quelles seraient les conditions ? Il y a pas mal d'analystes qui trouvent que cette paix va fonctionner. Alors moi, j'avoue ne pas faire partie de cela pour plusieurs raisons. D'une part, je pense qu'il n'y a pas de paix sans justice. Et on est sur une volonté vraiment d'écraser les Arméniens, qui est liée aussi à la manière dont s'est construite l'identité azerbaïdjanaise à la chute de l'URSS. Alors ceux qui en parlent le mieux, c'est des historiens azerbaïdjanais comme par exemple Altay Göyshov ou Barou Samadov, qui par ailleurs est en prison. Qui en parle le mieux et qui explique bien cette radicalisation de l'identité en Azerbaïdjan, où l'arménien devient pas à pas vraiment l'ennemi ultime. Avec par exemple des manuels scolaires. Moi j'en ai eu un entre les mains qui datait de 2016. C'est un manuel scolaire d'équivalent niveau 3e, où on a Levon, donc un Arménien qui demande à une mère azerbaïdjanaise de tuer son enfant à naître. Et ça, c'est dans les manuels scolaires. Donc, quand on a une telle construction de la haine, ça paraît quand même difficile. Et si vous voulez, cette construction, elle se fait pas à pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui devient vraiment de pire en pire avec le temps.
Par exemple, en 2004, il y a un exercice commun de l'OTAN en Hongrie, où il y a des soldats arméniens et des soldats azerbaïdjanais qui participent. Et dans la nuit, Ramil Safarov, qui est un soldat azerbaïdjanais, va assassiner à coups de hache Gulgen Margarian, qui est un soldat arménien. Il prend en perpétuité. Il est condamné en Hongrie. L'Azerbaïdjan demande à ce qu'il soit extradé pour qu'il termine sa peine en Azerbaïdjan. Il est extradé en 2012 et en 2012, il est gracié par le président. On lui octroie 8 ans d'arriéré de salaire, un appartement et il est accueilli en héros. Il est remercié, quoi. Il est remercié, il est accueilli en héros. Et donc en 2016, on a ce manuel-là. Et en 2020, on aurait pu penser que, parce qu'après tout, l'Azerbaïdjan a gagné, donc on aurait pu penser que cette haine, elle allait peut-être s'apaiser, mais en fait, c'est pas du tout le cas. En 2020, on a des timbres qui ont été publiés en Azerbaïdjan où on a un homme en scaphandre qui nettoie au Karcher le Haut-Karabakh, avec des soldats qui sont présentés. Donc la moitié du corps c'est un soldat, l'autre moitié c'est un scaphandrier, un exterminateur, un exterminateur, des ratiseurs, voilà. On rappelle, on en a parlé, mais le Haut-Karabakh, cette enclave était peuplée d'Arméniens au sein de l'Azerbaïdjan. Je vous laisse continuer. Alors effectivement, je m'arrête juste là-dessus 2 secondes. Effectivement, l'enclave était peuplée par des Arméniens, mais pour revenir sur ce qui s'est passé au départ, pendant la première guerre du Haut-Karabakh, l'oblast soviétique, c'est une zone qui est peuplée à majorité par des Arméniens. Et les Arméniens ont conquis du territoire autour de ce Haut-Karabakh qu'on appelle les 7 rayons. Avec la volonté, au début, en tout cas ce qui a été présenté, c'était d'en faire un cordon pour les négociations. Pour ça, les Arméniens ont expulsé les populations azerbaïdjanaises de ces régions-là. Et à partir du milieu des années 90, même de la deuxième moitié des années 90, les processus de paix s'enlisent et finalement, ces territoires autour du Haut-Karabakh n'ont pas été rendus à l'Azerbaïdjan. Et c'est à partir de là qu'on a eu cette appellation de conflit gelé. Et en fait, ces réfugiés, ces déplacés internes azerbaïdjanais de la région, ont été mis dans ce qu'on appelle en russe des domiks, donc c'est des bâtiments préfabriqués où ils avaient à peine de l'eau, à peine de l'électricité, et ils ont été maintenus en fait volontairement dans cette pauvreté extrême alors que la manne du pétrole commence petit à petit à rapporter pas mal d'argent au pays. Pourquoi ? Avec la volonté finalement d'en faire la manifestation vivante de ce qu'un jour il faudra aller récupérer ces territoires et un outil aussi de la construction de la haine qui passe par ces gens, puis par le récit, puis par les manuels scolaires. Voilà, on a vraiment une transmission de cette haine. Et en fait, ça s'est pas du tout arrêté en 2020 et ni même en 2023, puisque après 2020, on a l'ouverture d'un musée à Bakou, qui est un musée de la victoire où vous avez des soldats arméniens en cire qui sont dépeints évidemment un peu dans un style où voilà, ils sont moches, ils sont hirsutes, enfin vraiment une caricature de l'ennemi où on encourage les enfants à leur mettre des coups. Enfin, c'est quand même un truc, c'est assez dans la déshumanisation. Ah oui, c'est vraiment ça. On a un degré de déshumanisation qui mettra des années à pouvoir se résorber. Et autre chose qui me fait... Donc voilà, cette question de la haine, c'est quand même une vraie question. Par ailleurs, si on est sur des questions de construction de la paix... alors pourquoi ceux qui essayent de discuter de ces questions de paix ou d'avoir un dialogue entre Arméniens et Azerbaïdjanais, pourquoi est-ce que du côté de l'Azerbaïdjan ils sont en prison ? Bahrous Samadov, justement, l'historien que j'ai mentionné tout à l'heure, il est retourné à Bakou à l'été 2024 pour voir sa grand-mère. Il a été arrêté sous le motif de possession de drogue. Finalement, le motif de l'arrestation, c'était trahison. Le motif de la trahison, communication avec des Arméniens. Et là, à l'été, il vient de prendre 15 ans de prison pour ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce monsieur ? Quels sont ses combats ? Bahrous, c'est un doctorant en histoire de l'université Charles à Prague, un militant pour la paix, quelqu'un qui discute avec des Arméniens, qui en fait était vraiment un activiste pour le dialogue arménien-azerbaïdjanais. Il est azerbaïdjanais, oui. Pour la discussion et une paix avec l'Arménie et qui aujourd'hui est en prison. Et donc, si effectivement on est sur une volonté de construire la paix, pourquoi ceux qui veulent construire la paix sont encore derrière les barreaux ?
C'est une question intéressante, mais je pense que voilà, dans le monde occidental, on n'a pas conscience de cette construction de la haine dont vous venez de parler, par les manuels scolaires, les musées, etc. C'est quelque chose qui, pour nous, renvoie aux périodes sombres de l'histoire, comme on dit souvent. Est-ce que la réciproque existe côté arménien ? C'est la question que je me pose. Alors, oui et non. En fait, du côté des Arméniens, c'est l'ignorance qui prime. Ce qui est aussi une forme de révisionnisme et qui va pas du tout. Mais pour le coup, les Azerbaïdjanais n'existent que très peu, quasi pas, en fait, dans les programmes scolaires arméniens. Alors que c'est à côté quand même. Alors que c'est à côté. Donc surtout, il y a quand même 30 ans de guerre. Donc ce serait quand même intéressant de connaître 2-3 trucs. Ouais. Et on voit pas du tout, ne serait-ce que la construction de l'État, qui sont les Azerbaïdjanais, ce qui a donné lieu par ailleurs à des énormités qui ont été sorties parfois jusqu'au sommet de l'État en 2020, avec même des choses qu'on entend parfois du côté des maximalistes sur Internet. Coca-Cola est plus ancien que l'Azerbaïdjan. Comme si, faut vraiment ne rien comprendre aux confins d'empire et aux dynamiques de peuplement de la région pour dire quelque chose comme ça. Comme si finalement les Azerbaïdjanais a été apparus soudainement sur la carte en 1918, alors que c'est pas le cas pour le coup. Ils venaient pas de Mars. Peut-être, c'est peut-être ça. Peut-être que c'est cette information que j'ai loupée, effectivement. Ouais. Donc c'est aussi une autre forme de révisionnisme qui, pour le coup, est dû à quoi ? Parce qu'on comprend bien la volonté, quand on construit un discours de haine, en général, c'est pour avoir une aventure militaire juste après. Mais dans le cadre de l'Arménie, pourquoi cette ignorance ? Alors, c'est une vraie question. J'ai pas toutes les réponses là-dessus, mais après, dans la manière de faire de la politique en Arménie aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui se retrouve aussi avec les réfugiés, les 120 000 réfugiés du Haut-Karabakh qui sont arrivés en 2023, qui sont dont le sort est de moins en moins une question dans le pays, alors que les gens sont toujours là. Et franchement, j'ai pas la réponse sur pourquoi est-ce que les Arméniens font comme ça. En tout cas, moi j'ai tendance à dire que les mêmes causes ont les mêmes effets et que si on ne prend pas cette question des réfugiés à bras-le-corps, honnêtement, avec un peu d'honnêteté intellectuelle et une volonté aussi de construire la paix, ça peut pas déboucher sur quelque chose de bien. Vous voulez dire qu'il y aura une volonté de revanche potentiellement ? C'est possible. Il pourrait y avoir une volonté de revanche. Alors, pour l'instant, du côté du gouvernement arménien, c'est absolument pas le cas. Mais la paix, alors effectivement, il y a tout un tas d'accords, de volonté d'accords économiques et c'est très bien. Mais la paix entre les nations, elle se construit au-delà des institutions. Il faut qu'il y ait quand même un minimum de dialogue. Il faut aussi qu'il y ait de la justice en fait pour les déplacés de l'un et l'autre des camps. Et en fait, sans cette justice-là, sans cette liberté de parole, moi, ça me paraît extrêmement compliqué de construire la paix dans la région. Est-ce que vous êtes rassuré par les capacités de compréhension de l'administration américaine actuelle sur les dynamiques parfois complexes ou subtiles de la région ? Parce que vu de loin, c'est un sacré panier de crabes. Je ne sais pas si je suis rassurée sur la capacité de compréhension des Américains. Je pense qu'ils ont d'excellents experts sur tout un tas de zones. Voilà, ils ont d'excellentes universités aux États-Unis. Il y a de très bons experts sur la région. Mais c'est vrai que l'administration Trump, c'est un peu compliqué quand il s'agit de politique internationale. Et Trump a donné quelques conférences de presse après cette rencontre du 8 août. Et pratiquement à chaque fois, il s'est trompé de nom dans les pays. C'est ce qui n'est pas exactement très, très rassurant. Par contre, ce qui aura tendance à me rassurer, c'est cette volonté, alors on la retrouve et en Arménie et en Azerbaïdjan, de vouloir diversifier les partenaires économiques, politiques et commerciaux, ce qui est pour moi un peu une politique du moindre mal. Alors elle a ses qualités, elle a ses défauts, il n'y a jamais rien qui est idéal, mais tout ce qui permet un peu d'échapper à l'influence d'un seul et unique pouvoir qui est la Russie, et qui de finalement faire de la réelle politique et faire jouer la concurrence un petit peu entre tous ceux qui pourraient avoir des intérêts dans cette région, ça me paraît être la seule stratégie viable, même si elle est vraiment loin d'être idéale. Parlons justement des intérêts dans la région.
on parle souvent des hydrocarbures, n'est-ce pas, en Azerbaïdjan. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux de l'intérêt que les puissances peuvent avoir justement à mettre leur nez dans le coin? Alors l'Azerbaïdjan est devenu un acteur vraiment de premier plan sur la question du gaz depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Okay. Puisque notamment l'Europe a voulu, on a eu toute cette politique de vouloir se séparer du gaz russe en passant notamment par le gaz azerbaïdjanais. Et là, par contre, pour le coup, la posture est très. Moi, j'ai tendance à trouver qu'elle est très limite parce que c'est un fait, l'Azerbaïdjan n'a pas les réserves nécessaires ni les capacités pour approvisionner seul toute l'Union européenne. Et donc, eux importent du gaz russe et ils disent non, mais nous, on importe du gaz russe pour nous et on n'exporte que le nôtre vers l'Europe. Oh, intéressant. Déjà, c'est pas possible. On le sait, il y a des gens qui ont travaillé quand même sur ces questions. Et par ailleurs, par exemple, si on prend le plus gros gisement de gaz en Azerbaïdjan qui s'appelle Shah Deniz, le consortium qui gère l'exploitation de ce gisement, l'un des actionnaires, c'est Lukoil à 20%, qui est une société gazière russe. Donc les Russes restent encore dans la boucle et c'est très hypocrite du côté de l'Union européenne de dire qu'on n'utilise plus de gaz russe parce que pour le coup, c'est vraiment pas vrai. Et quand on a des experts pareils qui se demandent comment est-ce que la Russie peut contourner les sanctions, par exemple comme ça. D'accord. Et ça, c'est connu ? Oui, c'est vraiment pas un secret. Hein. Si vous tapez Shah Deniz Lukoil dans Google, vous allez voir l'actionnariat est public, c'est écrit. Ouais, je discutais avec quelqu'un dont je tairai le nom évidemment, mais qui travaillait dans l'export de matières premières et qui m'expliquait aussi que vous aviez du gaz russe qui était exporté en Inde, raffiné en Inde, et puis vendu à l'Union européenne. Donc, ce ne serait pas le premier exemple d'hypocrisie sur cette question d'énergie, quoi. Après, il faut bien se chauffer l'hiver. Ah oui. Mais bon, voilà. Après, il y a les principes, mais bon, les principes, ça engage ceux qui y croient. Moi, j'aimerais revenir sur le profil des deux présidents, donc le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian. Je trouve ça toujours intéressant de comprendre le parcours des dirigeants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, d'abord, sur le président azerbaïdjanais? Il sort d'où? Qui est-il? Ilham Aliyev est au pouvoir depuis 2003. Il est le fils du président précédent, Heydar Aliyev, qui lui avait pris le pouvoir au début des années 90, après s'être allié avec Surat Huseynov, qui était à la tête de milices qui se battaient dans la région de Kelbadjar. Et après la prise du district par les forces arméniennes, Surat Huseynov et Ilham Aliyev se sont alliés pour faire un coup d'État et prendre le pouvoir en Azerbaïdjan. D'accord. Donc Heydar Aliyev reste au pouvoir jusqu'à ce que sa santé décline au début des années 2000 et que son fils prenne sa suite en 2003. Fils unique Alors, je ne sais plus s'il était fils unique ou pas. Là, honnêtement, l'information elle m'échappe. C'est lui qui prend mais en tout cas, c'est lui qui prend la suite. Et Heydar Aliyev, il a été. Déjà, ça fait très longtemps qu'il est au pouvoir, et surtout, c'est quelqu'un qui est allé dans les meilleures universités. C'est quelqu'un qui a été élevé en fait pour prendre le pouvoir. Enfin, qui a été élevé pour connaître ces rouages-là et qui pour le coup, est quand même. C'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui sait mener sa barque. L'Azerbaïdjan, c'est un État qui est extrêmement autoritaire, dont les indicateurs en termes de liberté sont vraiment très très bas. On est encore pire que la Russie. Avec un État qui par exemple, a encore ses frontières fermées depuis le Covid, ses frontières terrestres. L'ordre a été renouvelé la semaine dernière ou la semaine d'avant, je crois. D'accord, donc on peut ni rentrer ni sortir. Non, uniquement par avion, ce qui permet en fait d'éviter à ceux qui voudraient parler contre le régime de pouvoir quitter le pays. Et on a deux États dans le monde. Donc on évite le phénomène des dissidents qui seraient à l'étranger, quoi. Exactement. Et puis quand ils reviennent
en vacances ou voir leur famille, on les met en prison. Exactement. Alors, c'est pas à tous les coups non plus, mais effectivement, il y a pratiquement, il y a le peu d'opposition qu'il y avait a été complètement décimé sur les 2 dernières années. Et en fait, on a un tournant vraiment encore plus autoritaire depuis les victoires militaires qui n'augurent rien de bon pour les libertés dans le pays. D'accord, donc on a un politicien chevronné, héritier donc de son père, d'un côté, donc pour l'Azerbaïdjan, et pour l'Arménie, Nikol Pachinian. Quel est son parcours, lui, justement ? Alors, Nikol Pachinian, c'est un ancien journaliste qui est devenu un député de l'opposition après ce qu'on appelle en arménien Maltimek, donc des manifestations le 1er mars 2008 qui ont été réprimées dans le sang et qui ont fait 10 morts, réprimées dans le sang par le pouvoir en place. Et Nikol Pachinian, donc, qui est député dans les années 2010, va initier un mouvement de marche en fait dans le pays pour inviter à faire sortir le gouvernement qui est en place, qui est un gouvernement tenu par l'ancien président qui s'appelle Serge Sargsyan, qui en fait a tenté de faire une réforme constitutionnelle un peu à la manière de ce qu'avait fait Poutine pour pouvoir être président, Premier ministre et continuer d'occuper le pouvoir. Ça a été vraiment le déclencheur des révoltes en Arménie, ce qui a donné lieu à une révolution qui a permis de destituer l'ancien gouvernement, et depuis lors, Nikol Pachinian est au pouvoir. Mais Nikol Pachinian est extrêmement fragilisé. Chaque année, il y a une étude qui regarde un petit peu la vie politique en Arménie, et donc on est à peu près, là cette année je crois qu'on est à 12% d'opinion favorable, donc c'est vraiment pas beaucoup, avec 49%... Pour un politicien français, ça suffit pour se maintenir au pouvoir. Effectivement, mais avec 49% des gens, si je me trompe pas, 49% des gens qui trouvent que le pays va dans la mauvaise direction. Donc il est extrêmement fragilisé, sa politique est extrêmement remise en cause, il a une conception de plus en plus personnelle du pouvoir, ce qui n'augure pas, ce qui augure aussi des choses, qui n'augure rien de bon dans le pays. Est-ce que vous diriez que l'Arménie, en termes de régime, est-ce que c'est aussi autoritaire que l'Azerbaïdjan? Du tout. Non, on est sur un régime qui tente la démocratie. Forcément, la démocratie, ça met du temps à s'installer. Il y a des élections en Arménie, il y a des élections, elles sont libres. Enfin, c'est pas, on n'est vraiment pas du tout sur le même type de régime. Mais il y a eu toute une politique contre la corruption qui a été mise en œuvre. Et en fait, après, forcément, la guerre est venue vraiment fragiliser ce mouvement qui avait à peine 2 ans au moment où la guerre éclate. Et donc on a une conception de plus en plus personnelle du pouvoir, avec un certain nombre de cadres qui ont été limogés les uns après les autres, ce qui fait que aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Il a beaucoup moins de partisans, il est de plus en plus seul, et l'Arménie traverse une vraie crise politique en ce moment. D'accord. Pour reprendre notre contexte européen, puisqu'on est en France aujourd'hui, quelle est la politique de la France dans la région? Est-ce qu'on est allié avec l'Azerbaïdjan, allié avec l'Arménie? Quel est notre jeu à nous, les Français? Moi, je fais partie de ces gens qui trouvent la France, elle suit ses intérêts, comme n'importe quel État. La France a vendu des armes à l'Azerbaïdjan sous François Hollande. Et puis maintenant, à un point de vue plus pro-arménien, ce qui d'ailleurs a fâché le gouvernement azerbaïdjanais, avec des positions qui ont été prises ces 2-3 dernières années vraiment pro-arméniennes, avec l'envoi de formateurs pour l'armée, avec des politiques de coopération dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la culture qui sont assez poussées. Avec la mise en avant de relations historiques qui existent depuis très longtemps entre la France et l'Arménie, mais c'est aussi le jeu de la réelle politique, et effectivement pour l'instant la France est un peu le seul allié un peu solide du gouvernement arménien.
Donc aujourd'hui, la position de la France, c'est un soutien de l'Arménie sur le plan culturel, et de la formation militaire, etc. Est-ce que ce soutien pèse, honnêtement, quand on voit l'ensemble des parties prenantes? Oui, ce soutien pèse. En tout cas, ça a franchement fâché Bakou, qui en représailles a financé des mouvements indépendantistes, par exemple en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà. Alors, Bakou n'a pas du tout financé ces mouvements pour le plaisir de permettre au peuple de disposer d'eux-mêmes, quel que soit ce qu'on pense de la question de la Kanaki ou de l'outre-mer française. On a vraiment une stratégie, une volonté de déstabiliser la France et d'embêter Paris, parce que la France a pris des positions pro-arméniennes. Donc il y a déjà ça, et surtout ça pèse vraiment parce que c'est ce qui, déjà, ça donne de l'espoir aux gens. Il n'y a rien que ça, et aussi parce que voilà, la France est venue former des cadres de l'armée arménienne, et parce que voilà, il y a tout un tas de mécanismes de coopération dans plein de domaines qui ont été mis en œuvre. Okay. Et donc ça, c'est vraiment une bonne chose. C'est vrai que ça pèse, et c'est très important, ne serait-ce qu'aux yeux des Arméniens. Ok, très intéressant. Donc cette politique de déstabilisation menée par l'Azerbaïdjan, est-ce qu'elle est totalement autonome, ou est-ce qu'on doit avoir l'intervention de ces grands patrons comme la Turquie, ou est-ce que c'est vraiment une décision 100% de l'Azerbaïdjan? Là, je pense que c'est vraiment une décision 100% de l'Azerbaïdjan. Alors, je ne suis pas dans les petits papiers de la diplomatie azerbaïdjanaise, mais a priori, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est vraiment une politique volontariste de Bakou. D'accord, très intéressant. On a un autre voisin dans le coin qui s'appelle l'Iran, qui pèse pas mal lui aussi. Quelle est sa position vis-à-vis de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie? L'Iran a de très bonnes relations avec l'Arménie. Les relations avec l'Azerbaïdjan sont plus difficiles. C'est marrant parce que je fais la remarque, on est d'accord que l'Azerbaïdjan est chiite, oui. L'Iran aussi, oui. Mais l'Iran a de meilleures relations avec l'Arménie, donc c'est vraiment de la réelle politique dans la région. C'est totalement de la réelle politique, parce que l'Azerbaïdjan est dans la région le meilleur allié d'Israël. Ce qui a tendance à fâcher un peu les Iraniens. Donc ils ont un peu par la force des choses de bonnes relations avec l'Arménie, et ils veulent surtout pas que, par exemple, sur cette question de la route, ils ont été interrogés juste après le 8 août, où ils ont dit qu'eux, ils étaient OK. Il y a eu une visite du gouvernement iranien en Arménie juste après le 8 août, vraiment dans les 15 jours qui ont suivi. Donc l'Arménie essaye de faire quand même attention avec son je ne vais pas dire son alliance, il n'est pas question d'alliance, mais en tout cas, l'Arménie a de bonnes relations avec l'Iran, et elle cherche à les garder parce que ils sont voisins, tout simplement, et ils s'entendent, les gouvernements s'entendent pas trop mal. D'accord, ok. Ouais, très intéressant. Et du coup, la position d'Israël, vous l'avez évoquée rapidement. La position d'Israël, elle est très... Elle est assez étrange d'un point de vue de qui voit ça d'un œil externe, puisque, par exemple, Israël n'a pas reconnu le génocide des Arméniens. Netanyahou l'a fait vraiment comme ça il y a une semaine, parce qu'on lui a posé la question en conférence de presse, et on lui dit mais est-ce que vous allez reconnaître le génocide des Arméniens? Et Netanyahou, vraiment très agacé, la vidéo c'est très méprisant, vraiment, pour les Arméniens. Il répond vraiment comme ça, il dit je viens juste de le faire, et puis il passe au sujet suivant. D'accord. Ça date de la semaine dernière, et il y a des gens qui ont écrit sur cette j'ose même pas appeler ça une reconnaissance, mais donc voilà, Israël a vraiment fait de la réelle politique dans la région. Ils sont très très alliés à l'Azerbaïdjan, ce qui permet d'ailleurs à l'Azerbaïdjan de se présenter comme un paradis du multiculturalisme. Avec notamment en mettant très en avant leur minorité juive, ou la minorité oudi, qui se dit descendre des Albanais du Caucase, qui est un peuple de l'Antiquité, ce qui permet par ailleurs à l'Azerbaïdjan de dire que les églises qui sont là ne sont pas arméniennes mais albanaises du Caucase. Tout le monde s'est trompé depuis le début, et aussi de dire que les Arméniens sont antisémites parce que eux ils sont monoethniques, il n'y a pas de minorité en Arménie. C'est pas vrai, c'est pas du tout vrai, mais il y a une vraie alliance
alliance entre Israël et l'Azerbaïdjan. Très bien, d'aucuns diraient une alliance peut-être un peu contre nature. Et je voudrais juste ajouter, pardon, excusez-moi, je voudrais juste ajouter que par ailleurs, Israël est un des plus gros fournisseurs d'armes à l'Azerbaïdjan, par ailleurs. D'accord. Donc on est vraiment sur une alliance très solide. Très solide. Ok, pour des raisons toujours de realpolitik. Exactement. D'accord. Voilà, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Exactement. Voilà, cette région regorge de surprises, comme on peut le voir. Moi, pour finir, j'aimerais bien que vous expliquiez aujourd'hui, il y a quand même une diaspora arménienne. Cette diaspora arménienne, déjà, où est-elle? Et est-ce qu'elle est impliquée d'une manière ou d'une autre dans ce conflit? Est-ce qu'il y a des associations, des intellectuels, que sais-je, qui justement prennent la parole ou interviennent sur ces questions? Justement, la diaspora, c'est un vrai pan de la crise politique en Arménie en ce moment, puisqu'il y a de très très grosses incompréhensions entre l'Arménie et sa diaspora. Donc la diaspora, elle est formée, la majorité de la diaspora, parce qu'il y en avait déjà avant, est formée après le génocide, avec de très importantes communautés arméniennes, notamment en Syrie, au Liban, en France, aux États-Unis, et dans une moindre mesure, par exemple, en Australie ou en Argentine. On a aussi pas mal d'Arméniens en Russie, à la fois du fait de dynamique impériale, mais aussi de l'URSS. Et en ce moment, ça se passe vraiment pas bien entre l'Arménie et sa diaspora. D'accord. Parce que entre le gouvernement arménien entre le gouvernement arménien et sa diaspora, parce que toute une partie de la diaspora ne comprend pas pourquoi est-ce que l'Arménie négocie avec l'Azerbaïdjan, et au contraire, en Arménie, on comprend pas comment des gens qui vivent ailleurs peuvent donner leur point de vue, voire donner des leçons. Donc il y a une vraie incompréhension entre les deux. D'accord. Qui est vraiment le résultat de formations identitaires hyper complexes, avec comme on a en fait après le génocide en diaspora, c'est le seul endroit par exemple où on peut enseigner l'histoire de l'Arménie. En URSS, ce qu'on enseigne, c'est l'histoire soviétique, et en Turquie évidemment c'est même pas une question. Et donc en fait en diaspora, le génocide et sa reconnaissance, ça va devenir la clé de voûte de l'identité arménienne. Alors que, par exemple, en Turquie, ce qui va faire cet événement un peu clé auquel tout le monde se rattache, c'est plutôt les pogroms de 1955, qui ont surtout visé les Grecs, mais aussi, dans une moindre mesure, les Arméniens. Et en Union soviétique, l'événement auquel tout le monde se rattache, c'est plutôt l'époque soviétique et 88, le tremblement de terre, le début de la guerre. Et donc, en fait, on a vraiment plein de manières d'être arménien, avec des gens qui, en fait, ne se comprennent pas et ont énormément de mal à dialoguer. C'est un vrai aspect de la crise politique actuellement. C'est ce qui fait aussi que les relations sont compliquées, mais en même temps, évidemment qu'à partir, même en 2020, la diaspora s'est mobilisée. Déjà, il y a eu des gens qui se sont portés volontaires pour aller sur le front. Il y a eu des levées de fonds qui ont été faites, et en diaspora, les gens ont essayé d'alerter en fait sur ce qui était en train de se passer. Mais maintenant, c'est vrai que là, en 2025, c'est extrêmement compliqué. D'accord. Et est-ce que Bakou a au-delà du Trump Corridor, est-ce que Bakou a des ambitions territoriales en Arménie? En fait, c'est tout le problème. Ouais. Alors, c'est tout le problème. Quand je parlais de radicalisation identitaire après 2020, à partir de 2021, on a tout un narratif sur ce que Bakou va appeler l'Azerbaïdjan occidental, qui est mis en œuvre, avec cette idée qu'en fait, finalement, le territoire de l'Arménie, c'était l'Azerbaïdjan, et qu'ils ont le droit de récupérer les terres aussi. Et il orgne notamment... plus ou moins. Alors, la région du lac Sévan et la région du Syunik, donc le sud de l'Arménie. Et en fait, cette région du sud de l'Arménie, et c'est pour ça que c'est une question qui est extrêmement complexe, c'est une véritable dimension du panturquisme, parce qu'en fait, l'Arménie est l'élément qui coupe en fait ces monts turciques qui vont d'Istanbul jusqu'à la Chine quasiment. Et
Donc on a des velléités, alors les extrémistes de tous bords évidemment ont des velléités sur Socionique qui voudraient bien pouvoir grignoter, et l'Azerbaïdjan vraiment, mais ne cache pas ses ambitions. C'est un peu, c'est très classique avec Ilham Aliyev, c'est que il dit ce qu'il a envie de faire, il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Enfin, il n'y a pas de surprise, hein, vraiment, il le dit. Et il invoque un droit au retour, une idée selon laquelle le sunnique de toute façon faisait partie de l'Azerbaïdjan, et c'est pour ça que ça fait, les Arméniens ont très peur de ça, notamment. Donc ça pourrait pas s'arrêter à la guerre dans le Haut-Karabakh. Là, on pourrait éventuellement imaginer dans l'avenir. Alors oui et non. Et justement, c'est là que, les avis des analystes divergent. En fait, tous ces accords économiques, toutes ces dynamiques auxquelles l'Arménie tente de se rattacher actuellement, sont aussi un moyen justement d'éviter ça. L'Arménie n'est pas passive face aux ambitions territoriales azerbaïdjanaises, avec par exemple une volonté de se rattacher à ce middle corridor qui devient de plus en plus stratégique, puisqu'il faut éviter la Russie, et puis dans une stratégie vraiment d'utilisation des routes terrestres de la part de la Chine. Et par exemple, dans ce cadre-là, l'Arménie est devenue membre de la banque d'investissement. C'est AIIB, l'acronyme, le nom exact m'échappe, mais c'est une banque d'investissement en infrastructure chinoise qui investit dans tout un tas de pays d'Asie centrale et du Caucase, dont pratiquement tous les pays de la région faisaient partie. C'est le fameux projet des nouvelles routes de la soie. C'est ça. Okay. C'est ça. Avec donc l'AIB, c'est Asian International Investment Bank, je crois, quelque chose comme ça. Okay. Il y a un I pour lequel je suis pas sûre, mais c'est quelque chose comme ça. On le mettra en post-production, pas de problème. Donc cette banque-là, la particularité, c'est que donc la Chine est actionnaire à environ un tiers de ce que j'ai vu. Alors ça peut avoir changé récemment, mais ils sont actionnaires à peu près un tiers. Et chacun des pays qui veulent participer à la construction de différents projets d'infrastructure devient actionnaire de la banque. D'accord. Et donc, dans cette banque, on trouve notamment l'Ouzbékistan, pour lesquels, du coup, la banque a financé environ 3 milliards de dollars d'infrastructures ferroviaires et routières. Okay. Par exemple, la Géorgie et l'Azerbaïdjan faisaient partie de ce groupe-là. L'Arménie n'en faisait pas partie. Elle en fait partie depuis le 1er septembre 2025. D'accord. C'est récent. C'est très, très récent. Et c'est ce qui pose justement la question de qui va construire cette route, parce que l'Arménie a un projet ce qu'ils appellent les routes, les Crossroads for Peace, qui doivent permettre de relier l'Arménie à ses voisins. Et a priori, l'idée, ce serait, alors peut-être pas entièrement, mais en tout cas de construire ces routes via la participation à cette banque-là. Et ça se fait dans l'esprit, par exemple, de ce qui a été déjà fait sur le ferroviaire dans le Caucase, puisque pour pouvoir acheminer la marchandise, il y a eu des accords douaniers, notamment entre le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, pour pouvoir faire transiter les marchandises via le train. Et c'est des dynamiques régionales auxquelles l'Arménie essaye de se raccrocher. Et plus l'Arménie, effectivement, se raccroche à cette dynamique, plus il y a la possibilité de faire du business, et donc plus la perspective, plus l'horizon de la guerre, finalement, s'éloigne. Et donc, c'est la politique qui a été choisie par l'Arménie pour essayer de pallier aux ambitions azerbaïdjanaises. C'est pas parfait, évidemment. Le Caucase demeure une région qui est un peu explosive, mais il y a tout un tas de politiques qui sont mises en œuvre pour permettre à l'Arménie un peu de raccrocher les wagons, puisque ces politiques et ce middle corridor, on n'a pas attendu les Arméniens pour commencer à mettre en œuvre des projets, mais tous ces projets de construction de routes et d'aménagement doivent permettre, en tout cas dans l'esprit de la politique arménienne, de voir s'éloigner pas à pas l'horizon de la guerre. Et c'est tout ce qui vient complexifier aussi les relations entre l'Arménie et la diaspora, parce qu'on accuse le gouvernement de se plier à toutes les volontés d'Aliyev, et c'est vraiment ce qui crispe énormément de gens, même en Arménie. D'accord.
Dans le même temps, on a cette volonté du côté arménien d'ouvrir les frontières, par exemple, d'ouvrir les frontières avec la Turquie, d'ouvrir les frontières avec l'Azerbaïdjan, alors que, par exemple, jusqu'à avant la guerre, la condition pour l'ouverture de la frontière entre la Turquie et l'Arménie, c'était la reconnaissance du génocide. Et donc, on revient sur ce que je disais au début. D'accord. La Turquie n'ayant pas besoin, l'Arménie a abandonné cette question de la reconnaissance du génocide, ce qui, pour beaucoup, notamment en diaspora, du fait que le génocide soit vraiment la clé de voûte de la construction de l'identité arménienne, ne passe pas du tout. Et c'est toutes ces choses très intriquées, cette histoire au long cours, la réelle politique, les dynamiques régionales et les intérêts des puissances dans la région, qui font que c'est une région qui est complexe à comprendre, mais hyper intéressante, et qui fait que, même si c'est compliqué, il y a quand même plein de choses à faire, et puis il y a de l'espoir surtout. Ok, peut-être une paix par le doux commerce, mais en tout état de cause, c'était vraiment super intéressant. Merci comme beaucoup. vous venez de le dire. Moi, j'ai adoré cet entretien. On arrive à la fin, donc vraiment, j'étais ravi de vous accueillir. Élodie Gavrilov, historienne spécialiste du Caucase, présidente du cabinet Séquence spécialisé en intelligence économique. Vous regardiez l'émission Le Cercle de la chaîne Risque Intel Média. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. On est sur YouTube. Si vous n'avez pas aimé, eh bien, commentez, expliquez pourquoi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Le Cercle sur notre chaîne. Merci beaucoup. Merci à vous.